Un millionnaire surpris par une femme de ménage protégeant sa mère aux troubles cognitifs, découverte choc. La grande porte s'ouvre sur un silence qui pèse comme un verdict. Le hall, autrefois ordonné et calme, respire la tension. Un pas qui traîne, la lueur d'une lampe vacillante, une chaise roulante immobile face à la fenêtre. Renato hésite, la clé lui échappe des doigts, le bruit minuscule d'un échange muet éclate soudain dans l'air. Une voix, aiguisée par l'indignation, crie le prénom de sa mère. Une autre, basse, ferme, se dresse entre la fenêtre et l'intrusion, comme une barrière humaine. Carmélia, ses cheveux blancs relevés en un chignon lâche, est là. Son regard cherche un point fixe. Il s'arrête parfois sur un coin du tapis comme sur un secret connu. Elle porte un châle écru, et dans ses mains, une vieille boîte à musique qui joue, incertaine, une mélodie oubliée. À côté d'elle, Clara est en position de garde, le dos droit, les épaules tendues, chaque mouvement calculé pour que l'ouragan n'atteigne pas la vieille femme assise devant elle. Fabiana se tient sur le seuil de la chambre, talons appuyés au plancher comme les haltes d'une marée. Sa robe est impeccable, ses doigts jouent un peu nerveusement avec la sangle d'un sac. Son visage est une étude d'ambition. Finesse, calcul, absence de compassion. Elle inspire, et sa voix coupe le silence avec la précision d'un scalpel. « Il faut que vous compreniez, Renato, dit-elle. Ce n'est pas seulement pour sa sécurité. Il y a des choses que nous ne pouvons plus gérer. Des comptes qui se sont déplacés, des décisions que je ne peux pas, seul, corriger. C'est pour son bien. » Renato s'arrête dans l'encadrement, incapable d'ordonner ses pensées. Depuis quand le mot « nous » englobe-t-il la détention de sa seule mère? Pourquoi le visage de Fabiana a-t-il trouvé, en son absence, la loi du foyer? Clara se met devant Carmélia comme si sa propre vie dépendait de la distance entre la belle-sœur et la vieille dame. « Vous n'allez pas la priver de ses souvenirs, répond-elle. Vous n'allez pas la laisser seule avec vos comptes et vos décisions. » La voix de Fabiana se durcit, les angles se révèlent. « Elle nous fatigue. Vous savez ce qu'elle réclame parfois? Qui appelle à 3 heures du matin, qui empêche tout le monde de dormir? Nous avons besoin d'aide professionnelle. Si vous êtes enfin rentré, peut-être le comprendrez-vous. » Carmélia, interrompue d'une lente rêverie, lève la tête. Une phrase glisse, petit papillon, presque absente. « Renato, mon fils. » Le mot frappé d'une nostalgie vieille comme une maison vide. Renato s'approche lentement, la poitrine nouée par des mois d'absence qui se fragmentent en images. Réunion tardive, aéroport, la promesse qu'il ferait mieux en rentrant. Il n'avait pas prévu de trouver un champ de bataille dans son propre salon. Il voit, pour la première fois, la tension dans les mains de Clara. Des doigts calleux, des ongles rongés, la paume légèrement tachée d'encre. Dans sa poche, un vieux téléphone rapiécé, la relique d'un ordinaire perdu. Cette femme n'est pas simplement une employée, pensa Renato. Elle est une présence obstinée, aussi défensive que loyale. « Qui êtes-vous » demande Renato, la voix rauque. « Qui l'a mise dans cet état ?» Clara ne répond pas par une étiquette. Son regard va à Carmélia, puis referme la distance avec la même douceur brute qu'une main qui panse une plaie. « Je suis restée près d'elle, » dit-elle lentement. « Je l'ai protégée lorsque d'autres ont choisi de l'oublier. » Renato déglutit. Il n'a pas besoin d'en savoir davantage pour sentir, dans le dos de Fabiana, la présence d'une décision mûrie. Le millionnaire dans l'encadrement ressent soudain toute la fragilité de son monde. Richesse, immeuble, compte, et cette femme, sitôt oubliée, qui a tenu la maison quand il était absent. La confrontation se rigidifie, et dans l'espace où les mots se bousculent, une petite voix, presque perdue, se fait entendre. Carmélia fixe Clara, et sourit comme si le temps n'avait jamais eu d'emprise sur elles deux. « Tu étais toujours si petite, » dit-elle avec une clarté qui surprend tous les visages dans la pièce. « Tu me promettais des étés. » Il y a dans ce sourire une mémoire qui défie les bilans et les diagnostics. Pour un instant, la logique financière se brise contre un souvenir. Renato comprend que Fabiana ne parle pas seulement d'administration, elle parle de la possession d'une vie. La tension se cristallise en un moment si net que l'air devient visible. Et alors, Renato cède à quelque chose de plus qu'un rôle d'héritier. Il se rapproche et écoute. Avant d'aller plus loin, restez jusqu'à la fin. La tournure finale surprend. Cet appel, bref et sans ostentation, n'est pas un artifice. Il est un crochet jeté dans le récit, car la vérité qui va émerger ne se loge pas dans la première porte ouverte, elle se trouve dans les recoins, dans les tiroirs, dans les voix que l'on croyait étouffées. Renato le sent. Il s'éclaircit la gorge, et avec un calme qui cache une colère naissante, il demande des comptes. « Que s'est-il passé ici, Fabiana? Pourquoi autant de décisions sans moi ?» Fabiana laisse échapper un soupir, presque pédagogique. « Vous vivez à l'étranger, Renato. Les choses prennent un tour. Les médecins ont dit, les médecins ont conseillé, et pour le reste, j'ai simplement pris les mesures nécessaires pour la protéger. Protectrice? Manipulatrice ?»
Renato ne sait plus lire la frontière quand il s'agit de la femme qui, tous les matins, mettait la maison en ordre. Il parcourt le regard, quitte Fabiana pour retomber sur Clara. Il y a dans les yeux de cette dernière une résolution calme qui l'accroche. « Si vous voulez m'expulser, dit Clara, vous devrez d'abord me passer sur le corps, annonce-t-elle. Carmélia m'a prise quand j'étais perdue. Je lui dois ma vie. Personne n'avait prononcé ces mots à haute voix entre ces murs depuis des années. Je lui dois ma vie. Il pèse comme une proclamation solennelle, et Renato sent son cœur se serrer. Il se souvient alors de lettres froissées qu'il n'a jamais lues, de cadeaux oubliés, d'un collier que sa mère portait parfois et dont il n'avait jamais su l'histoire. Carmélia bouge, lentement. Sa main tremble lorsqu'elle tend la boîte à musique vers Renato. Ses doigts cherchent, retrouvent, posent un petit bijou sur la couverture d'un fauteuil, un collier de velours, orné d'une petite médaille. Une chose simple, presque ridicule au regard d'un compte bancaire, mais qui, dans cette maison, détient un poids que rien d'autre ne possède. « C'est pour elle, dit Carmélia en pointant Clara. « J'ai toujours su que tu reviens. » Cette petite phrase élude la rancœur, frôle la naïveté, mais touche Renato d'un point sensible, l'idée qu'il soit attendu dans une autre qualité que celle d'un gestionnaire de fortune. Il est, avant tout, le fils d'une femme qui a aimé sans condition. La maison est pleine d'échos. Des cadres où les photos ont jauni, des souvenirs que Fabiana a classés avec l'efficacité froide de la gestion. Mais sous cette prétendue organisation, Renato décèle une anomalie. Des dossiers manquants, des courriers non ouverts, une liasse de relevés qu'il n'a jamais approuvés. C'est à ce moment que la logique froide d'une comptabilité commence à révéler des courbes sordides, des transferts nocturnes, des retraits inexpliqués, des chèques signés à une main inconnue. Il demande à Fabiana des explications. Elle en a. Un carnet de rendez-vous, le nom d'un avocat recommandeur, un médecin payé pour examen complémentaire. Son récit est fluide, carré. On peut sentir la manière dont elle a préparé la pièce. Mais la vérité n'est pas un seul monologue, elle est dissonance. Et là où Fabiana chantonne la partition d'une protection, Clara commence à dérouler une autre mélodie, faite d'images, de souvenirs, de preuves minces, mais tenaces. « Je suis restée, dit Clara. Je l'ai accompagnée au marché, je lui ai lu des lettres, j'ai gardé des choses, des messages, des enregistrements. Petit à petit, j'ai relevé que l'argent s'en allait. Une fois, 2 fois. J'ai pris des notes, je ne voulais pas un conflit, mais je ne pouvais pas rester la bouche fermée. La révélation, lente, n'a rien d'un dramatisme soudain. C'est plutôt une accumulation de gestes humbles. Un reçu collé dans un carnet, la copie d'une facture arrachée d'un dossier, un échange sur un ton envoyé à une adresse e-mail. Clara n'est pas une détective. Elle est une femme qui a choisi de ne pas laisser le fil des jours se rompre. Elle a enregistré pour elle-même, d'abord, des voix, des noms, des dates. Renato, surpris, relie la sympathie en son sein. Clara n'est pas une héroïne novice qui apparaît du néant. Elle est la preuve incarnée que la fidélité peut devenir outil de justice. Il la suit dans la maison, de pièce en pièce, tandis qu'elle apprend à lui montrer l'ombre des choses. Il note la manière dont elle tient la porte, comment elle replace une tasse sur une soucoupe, comment elle essuie une larme sur un coin de tissu, geste qu'il avait autrefois vu chez sa mère. La scène est petite, domestique, et pourtant chaque détail lèche la plaque de la trahison. Dans une chambre, sous un vieux foulard, Clara sort un téléphone à l'écran fissuré. Elle joue un enregistrement. La voix est floue au début, comme un souffle à travers un mur. Fabiana, discutant à voix basse avec une comptable, parlant de réorganiser, de placer, de sécuriser des fonds. Un mot revient, répété, isolation. Le terme est employé sans malice apparente, mais dans le contexte, il fait figure d'un plan. Renato ressent un picotement derrière les yeux. La salle tourne légèrement. Les mots bureaucratiques prennent une tournure cruelle quand ils sont appliqués à une personne qui confond parfois le nom d'une rue. Il comprend que le véritable outrage n'est pas seulement l'argent, c'est la volonté de retirer à une femme le droit de décider, même à moitié, qui la visite, qui lui parle, quel bain elle prend. Clara ajoute une autre preuve, un petit dossier chiffonné, des extraits bancaires, où apparaissent des virements réguliers vers des comptes tiers. Les montants sont habiles, savamment fragmentés. Rien ne saute aux yeux pour un œil non averti. Mais pour quelqu'un qui connaît la maison, le nom des bénéficiaires sonne faux. Ce sont des comptes de société écran, des transferts qui rendent liquide l'héritage sans jamais questionner l'intéressé. Renato parcourt les lignes avec la lente concentration d'un homme qui voit son monde se défaire. Il a dédié des années à empiler réalité. Immeubles, contrats, partenariats. Et maintenant, dans l'imprimeur d'un relevé, il lit la trahison, un vol systématique déguisé en soin. Qui savait, demande-t-il doucement. Clara secoue la tête. Peu de gens. Marcelo l'a vu, parfois. Il se taisait. Les voisins, certains. Mais personne n'a été prêt à parler.
Il croyait que c'était pour le bien. Il voulait éviter un scandale. Moi, je voulais juste qu'elle soit tranquille. Les mots atteignent Renato, autrement qu'il ne le ferait en réunion d'affaires. La trahison prend une saveur humaine. L'acceptation silencieuse. Il se rappelle de son frère Marcelo, toujours effacé, toujours plus jeune en responsabilité que par année. Marcelo, qui avait vécu à l'ombre du succès de Renato, mais qui se faufilait parfois dans les décisions domestiques, comme si le foyer était une propriété partagée. L'émotion du retour commence à se faire sentir. Regret, colère, remords. Renato imagine les visages qui l'ont attendu en silence, les petits rendez-vous qu'il a manqués. Il se voit parfois traversant aéroport, parlant d'acquisition, et omettant les anniversaires, les dîners, les répétitions d'une chanson de berceau qui, désormais, joue en sourdine. Il se tourne vers Fabiana et prononce des paroles qui sonnent plus tranchantes parce qu'elles viennent d'un homme qui ne laisse pas entendre ses faiblesses souvent. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ? Si ce n'est pas pour mon bien, alors pour qui ?» demande Renato. Les ombres de la maison dessinent comme une accusation, mais c'est la réponse de Fabiana qui allume la flamme. Elle a préparé son terrain longtemps. Elle parle de protection, de réorganisation, de minimiser les conflits familiaux. Elle dit que c'était difficile, qu'elle a fait ce qu'il fallait. Les mots de la raison chutent souvent lorsque la morale s'y oppose. Dans ce salon-là, le mot protection se tord. Est-ce quelque chose que l'on impose ou quelque chose que l'on propose ? Renato est partagé. Il voudrait croire à la meilleure des intentions. Mais il sent l'odeur de la manipulation, ce mélange d'opportunisme et d'efficacité qui peut faire des vies des chiffres. Clara interrompt l'échange en déposant un petit paquet sur la table basse, un vieil album photo relié en cuir. Elle l'ouvre et fait défiler des images. Une Carmélia plus jeune, un bulletin de naissance au nom d'une fillette, des mains qui se tiennent. Les photos racontent une histoire silencieuse. Carmélia comme une main tendue, comme celle qui avait pris une enfant errante, qui l'avait nourrie, habillée, protégée. La fillette, c'est Clara. Bien plus tard, une femme d'une modestie qui s'exprime en actes plutôt qu'en mots. Un souvenir emporte la narration. Le récit interne de Clara s'impose par petites touches, des images qui arrivent comme des haltes. Elle se voit à 10 ans, pieds nus, marchant vers la porte du quartier pauvre où l'on acceptait parfois des enfants. Elle n'y croyait plus. L'orphelinat, les mains étrangères, un ventre creux, la sensation que le monde s'était refermé. Puis une voiture s'arrête, la silhouette d'une femme âgée descend, s'approche, lui tend la main. Carmélia avait un sac en tissu, une odeur de pain chaud, une promesse qui n'était pas solennelle mais qui soignait. « Ne t'inquiète pas », chuchote Carmélia au souvenir de Clara. « Je vais te donner autre chose que des murs. Ce genre de sauvetage n'apparaît pas souvent dans les contes. Il ne fait pas la une des journaux. Il s'inscrit dans la chair, une enfance transformée par un geste. » Clara, en revenant à cette mémoire, sent le pouls de sa vie, un fil tendu entre deux femmes qui n'avaient pas forcément de lien de sang, mais qui possédaient une relation plus solide que bien des familles. De retour au présent, Renato feuillette l'album comme on examine un testament. Il est frappé par la cohérence, l'amour ancien, les soins, la manière dont Carmélia a conçu Clara comme une extension de sa propre mémoire, et puis il s'arrête sur une image, un petit bracelet de perles, maclé, mais qui brille encore. Dans la légende manuscrite, en encre qui a pâli avec les années, il lit « Pour la deuxième chance ». Les preuves matérielles s'accumulent, mais la preuve la plus lourde n'est pas un document, c'est la fidélité. Clara a veillé, elle a protégé, discrètement, avec la détermination d'une personne qui sait que les gestes les plus petits peuvent constituer un rempart. Elle a pris des notes, enregistré des conversations, gardé des factures, posé une caméra dissimulée dans un coin de la salle à manger, pas pour piéger, mais pour comprendre. C'est une tactique humble, prudente, un peu de lumière pour percer l'obscurité. Renato, qui a vécu de chiffres et de projections, est soudain un novice dans l'intimité de la maison. Il commence à comprendre que sa richesse n'était pas à même de prévenir cette usure-là. L'usure émotionnelle, les manœuvres silencieuses. Il voit, avec une précision nouvelle, comment un héritage peut se voler à petit feu. La première partie de l'enquête se déroule comme un recueil de petites victoires. Trouver une clé, un tiroir soudain, un disque dur portable caché dans une boîte de biscuits. Il remonte le fil, de petits transferts, des notes manuscrites, et surtout des messages vocaux, des fichiers où l'on entend, à intervalles, la voix de Fabiana donnant des ordres pour rationaliser les dépenses, pour signifier à un infirmier de réduire ses visites, pour parler à une comptable d'un placement discret. À chaque écoute, Renato sent la colère monter, non pas comme une blase chiffrée qui réclame vengeance, mais comme une vérité. Quelqu'un a fait basculer la maison dans une logique d'efficacité et de profit, oubliant qu'il y avait une femme à préserver, non un dossier. Il pense à ses propres absences, à sa propre incapacité à être présent. Il entend dans ces fichiers la preuve d'une entreprise systématique, pas seulement de la négligence, mais l'élaboration d'un plan. Marcelo demeure un paysage trouble. À la fenêtre,
Il évite les regards, il se sent à la fois coupable et paralysé. Il avait dit à Renato, autrefois, que la paix passait par la gestion discrète des affaires familiales. La paix, dans sa bouche, avait une teneur d'abdication. Renato le regarde avec le trouble d'un frère qui découvre que son propre sang a pu participer, par omission ou par peur, à la coulée silencieuse des biens. Pendant que la maison se transforme en archive, une autre dynamique se met en place, la crainte du scandale. Fabiana, pressentant l'étau qui se referme, change de tactique. Si l'argent peut être rendu invisible dans des comptes offshore, elle sait que les mots peuvent être utilisés pour étouffer un récit. Elle commence à parler de menaces légales, d'une possibilité de isolement thérapeutique, suggère des bilans psychiatriques qui justifieraient une limitation de la liberté de Carmelia au nom du bien-être. Renato sent la menace. Il n'était pas seulement question de compte, c'est une mise à l'écart, une négation du statut d'un être humain par le truchement de la bureaucratie. Il pense à la loi, à la nécessité d'agir, mais il sait aussi que la loi est lente et souvent muette devant la cruauté discrète. La journée file, et le soir tombe sur la maison. Dans le salon, la boîte à musique tourne encore, résistant à l'usure. Carmelia, épuisée, s'endort, non pas dans un abandon, mais dans une sérénité provoquée par la présence de Clara. Renato reste éveillé, tenant le collier de velours entre ses doigts, sentant pour la première fois le poids du fait d'être fils et propriétaire. Il appelle un avocat en voix étouffée, non pour signer des contrats, mais pour demander un conseil de protection immédiate. Il y a des mots qu'il n'ose pas prononcer. Interdiction, administration provisoire. Il n'a pas encore la carte de la stratégie. La nuit, Renato rêve d'un couloir où des portes s'ouvrent sur des vies pas tout à fait revendiquées. Il se réveille avec une résolution nouvelle. Il doit vérifier tout, il doit comprendre tout. Le lendemain, il prend une décision qui marquera le glissement vers l'action. Il demande à Clara de lui montrer tout ce qu'elle a, en détail, sans omission. Elle s'assoit à la table de la cuisine, la lumière du matin rasant les contours des tasses. Elle sort un paquet d'enveloppes cisées, un disque dur, quelques clés, puis elle ouvre un petit coffre en bois, presque antique, trouvé derrière des planches du placard de Carmelia. À l'intérieur, des documents, lettres, reçues, et un petit carnet où Carmelia avait inscrit des noms et des dates avec une écriture tremblée mais précise. Il y a également un rouleau de photos, une carte postale jaunie, et, étonnamment, un billet de théâtre avec l'empreinte d'un nom. Renato prend les papiers comme un chirurgien caresse ses instruments. Chaque feuille est une entrée dans une vie. L'un des extraits attache son regard. Un virement vers un fournisseur qui n'a pas de facture correspondante. Une somme sortie de l'un des comptes personnels de Carmelia, signée d'une main qu'il ne reconnaît pas. Ce n'est pas encore un verdict, mais c'est un indice lourd. Clara, de son côté, se remémore la première fois où elle a soupçonné quelque chose. C'était un matin d'hiver, une enveloppe ouverte dans la corbeille, une signature qui semblait hésitante. Elle avait commencé par poser des questions banales. « À qui devons-nous payer ceci ?» On lui avait répondu avec un sourire qui n'était pas de gentillesse. Laissez cela aux adultes. Et elle avait compris que la vérité se cachait dans l'ombre de la bienséance. Elle raconte tout cela à Renato sans dramatisation. Sa narration est simple, précise. Elle cherchait à préserver la dignité de Carmelia avant tout. Elle ne voulait pas une bataille médiatique. Elle voulait uniquement s'assurer que la vieille femme ne soit pas dépouillée. Aujourd'hui, cependant, la mise à nu des comptes la force à devenir plus qu'une gardienne. Elle devient un témoin. Dans cette boucle d'action, Renato commence à se rappeler des paroles de sa mère, encore vive, parfois lumineuse comme un phare tardif. « Garde les choses simples », lui disait-elle. « Les gens se perdent quand ils oublient l'essentiel. » Il réalise que la plus grande richesse que sa mère a donnée à Clara n'est pas un bien matériel, mais une chance. La chance d'apprendre à aimer sans calcul, et il en est bouleversé. Alors que la deuxième journée se déroule, Renato prend une décision rapide. Il enferme certains documents dans un coffre de sa banque locale. Il note les numéros de compte, il rédige une liste de questions à poser à un comptable indépendant. Mais il sait aussi qu'il y a des choses qui ne se règlent pas par des signatures. La réputation, la diffamation possible, la fragilité de Carmelia. Il doit agir avec prudence. La tension monte lorsque, au crépuscule, un véhicule s'arrête devant la maison. Non pas un taxi ordinaire, mais une berline noire avec des vitres teintées. Un homme en costume descend, sac de documents à la main. Renato ne le connaît pas. Sa présence annonce des visites officielles, ou pire, des intérêts extérieurs. Marcelo, qui a des yeux qui évitent ceux des autres, pâlit. Fabiana, quant à elle, affiche un sourire de façade, comme si elle attendait un rendez-vous qu'elle aurait orchestré depuis longtemps. Le visiteur s'approche, poli, rapide, et dresse une carte qu'il glisse sur la table. Cabinet d'Urval Mendès, conseil en tutelle et placement. Les mots glissent comme une lame, et chacun les prend comme une détonation. Renato sent que la maison change de peau.
Les murs qui protégeaient la mémoire et la chaleur se referment en une logique institutionnelle. Dossier, signature, expert. Il regarde Clara, qui serre les poings sous la table, prête à se battre encore. Il sait aussi que l'enjeu dépasse leur maison. Il touche ce que signifie être parent, être aimé, être pris en charge. Il sait qu'il devra conjuguer avec le monde des avocats et des médecins, mais il sait surtout que la bataille commence ici, dans ce salon, où la musique continue de tourner, fragile et insistante. Ils échangent des regards. L'un reconnaît un devoir, l'autre une promesse. Renato, enfin revenu, accepte d'assumer. Mais il n'a pas encore tout à fait mesuré la profondeur du puits. D'autres preuves restent à trouver, d'autres complicités peuvent surgir. Fabiana, par sa calme apparente, a préparé le terrain. Marcelo garde des silences qui pèsent comme des pierres. Et dans l'ombre, le monde extérieur commence à se former. La possibilité d'une campagne calomnieuse, d'une machine de rumeurs. La première partie de leur recherche s'achève sur une découverte inattendue. En fouillant un petit meuble où l'on gardait des revues, ils tombent sur une clé minuscule attachée à un ruban. Au bout du ruban, une étiquette « Carmelia ». Coffre. La clé était là, tout près, cachée sous l'apparence du banal. Renato la prend, l'observe, la tient entre ses doigts, comme si la clé pouvait ouvrir plus que des serrures. Il comprend que le coffre mentionné dans les paroles, tenu par Clara et retrouvé dans ses papiers, est peut-être la boîte noire qui contiendra les preuves capables de faire basculer la situation. Mais il n'ouvre pas le jour même. Il sent que la révélation demande une méthode, le bon moment, un témoin, une stratégie. Il veut éviter les gestes impulsifs qui donnent à Fabiana le prétexte d'une riposte. La nuit suivante, alors que la maison retombe dans un silence plus fragile qu'auparavant, Clara veille près de Carmelia. Elle chante doucement une chanson que la vieille femme aimait quand Clara était enfant. La voix est un fil, elle tisse une sérénité fragile. Renato, depuis la fenêtre, la regarde et comprend que, derrière la richesse, il a trouvé la chance d'une réparation possible. Mais la route est longue. Il faut prouver, il faut protéger, il faut convaincre. À l'aube, il prépare une liste de noms. Avocat, comptable, médecin de confiance. Il se rend compte que le monde adulte est un maillage où chaque nœud peut être acheté. Il doit donc choisir ses alliés avec prudence. Avant d'agir, il sait qu'il doit rassembler toutes les preuves et que la plus petite pièce d'information peut décider de l'ordre des choses. Ils se séparent en rôles. Clara va continuer à surveiller la maison et à récolter les voix. Renato va contacter des spécialistes et commencer la consolidation de documents. Marcelo, muet et honteux, se trouve au centre d'une autre lutte, celle de son propre courage. Il faudra qu'il choisisse d'être acteur ou spectateur. Personne ici n'ignore que la suite exigera plus que de la rancœur. Elle demandera de la stratégie et beaucoup d'humanité. La première partie de cette histoire s'achève sur une image à la fois douce et incandescente. Carmelia, assise dans sa chaise roulante, tient la main de Clara. Sur la table, la clé du coffre repose, et à côté, le collier de velours brille faiblement. Le monde extérieur commence à frapper à la porte. On sent déjà les lignes bouger. Des comptes à auditer, des voix à écouter, des mensonges à défaire. Mais avant que la bataille judiciaire ne prenne place, il y a encore des mémoires à écouter, des enregistrements à réécouter, des preuves à protéger. Dans le calme qui précède la tempête, Renato murmure une promesse qui n'est pas écrite sur un contrat, mais qui vaut plus. Il promet à sa mère et à la femme qui l'a sauvée qu'il fera en sorte que la vérité éclate, sans écraser la dignité de personne. La promesse reste suspendue, comme la mélodie de la boîte à musique qui tourne encore, inlassablement. La maison n'est plus la même qu'à son retour, mais ce n'est que le commencement. Il faut maintenant rassembler les pièces, préparer la riposte, et affronter ceux qui, dans l'ombre, ont appris à abaisser la valeur d'une vie à un simple chiffre. Ils passent les jours qui suivent, comme on rattrape un fil qui s'est effiloché. Méthode, patience, silence. Renato impose une règle que Clara, fatiguée mais déterminée, accepte sans discuter. Pas de déclaration publique, pas de commentaires sur les réseaux, pas d'excès d'émotion qui donnerait à Fabiana de quoi modeler une histoire. Ils travaillent dans l'espace réduit où la maison révèle ses secrets. Tiroirs, pochettes derrière des cadres, doublures de sacs. Chaque découverte est accompagnée d'un petit étonnement. Comment ai-je pu ne jamais remarquer cela ? Puis d'une attention concentrée comme une loupe. Le coffre, la clé trouvée la veille, attend son tour sur la table de la cuisine, enveloppée dans un linge. La clé tourne avec un cliquetis net. L'air qui s'en échappe, au moment où le couvercle s'ouvre, semble plus léger. À l'intérieur, lettres, contrats, un carnet à la couverture usée et un dossier relié par un élastique. Renato prend le dossier en main. Il sent sous ses doigts la rugosité du papier teinté par le temps. Les premiers feuillets sont des documents officiels, signés, datés, mais qui portent des annotations à l'encre d'une autre main.
Puis apparaissent des factures sans explication, des reçus dont les montants correspondent aux virements repérés, et posée au sommet de l'amas, une enveloppe scellée portant la petite écriture de sa mère « Pour quand tu reviendras ». Il y a également un vieux certificat d'adoption, partiellement effacé. Carmélia figure comme tutrice d'une enfant dont le nom est barré et remplacé par un autre. Renato plisse les yeux. L'enfance de Clara se dessine mieux. Une photographie, coincée entre deux pages, montre une fillette tenant la main d'une femme plus âgée dans la lumière douce d'un après-midi. La légende griffonnée dit simplement « Nouveau départ ». Le coffre contient plus que des chiffres. Il contient un parcours de vie, des preuves de la fidélité de Carmélia et des traces administratives qui peuvent révéler la mécanique de la fraude. Clara pointe du doigt une ligne du carnet. Des dates, des montants et, à côté, des noms écrits en abrégé. Elle explique calmement comment elle a relevé tout cela, comment, pendant des mois, elle a collecté, enregistré, noté. Elle n'a pas cherché le théâtre. Elle cherchait la vérité, à voix basse. Renato ressent, à chaque phrase, la modestie d'un acte héroïque qui se tait. Il prend des photos de chaque document, copie les fichiers sur le disque dur trouvé, grave les enregistrements. Chaque action est faite suivant la technique qu'il connaît, mais l'intention est autre, protéger des vies, pas des actifs. Le lendemain, ils vont voir Ottavio, l'avocat qu'un ami de Renato leur conseille. Ottavio a la méthode froide des juristes, mais une sensibilité à la vulnérabilité humaine. Il ne promet pas de miracle. Il propose une stratégie, une demande d'éloignement temporaire pour limiter l'accès de Fabiana à la maison et au compte, une expertise médicale indépendante pour évaluer les capacités décisionnelles de Carmélia, et le dépôt d'une plainte formelle pour détournement si les éléments confirment une manipulation patrimoniale. Il insiste sur la nécessité de ne pas politiser l'affaire, d'éviter les réseaux sociaux. La logique d'Ottavio est simple. La justice se nourrit de preuves, pas de rumeurs. Ottavio recommande également la discrétion quant à certaines preuves sensibles, les enregistrements et la caméra cachée de Clara. Il demande qu'on en garde la chaîne de conservation, que les fichiers soient taureaudatés et signés par un tiers indépendant. Renato s'exécute. Ils passent au cabinet d'un comptable recommandé, lui montrent les extraits, les transferts, et, pour la première fois, entendent la confirmation technique. Ce sont des schémas classiques de dispersion patrimoniale, fragmentés afin d'éviter les alertes automatiques des banques. Le comptable analyse des comptes, les met en rapport, chaque mot alourdit la pièce d'un constat. La manœuvre a été pensée. La maison se transforme en chambre forte méthodique. Clara continue d'y marcher comme si elle n'avait jamais quitté son rôle. Préparer le thé, plier les serviettes, rapprocher la couverture de Carmélia lorsque le soir tombe. Parfois, la vieille femme ouvre les yeux avec des éclats de lucidité, nomme des lieux, chante un fragment d'une chanson. Ce sont des moments de grâce qui donnent du sens aux démarches, rappellent à Renato pourquoi il s'est battu, pas pour un patrimoine, mais pour la personne qui a inventé des secondes chances. Il la voit tenir entre ses doigts le collier de velours, fermement comme si le tissu pouvait retenir le monde. La riposte de l'adversaire ne tarde pas. Fabiana, sentant l'étau se resserrer, change de registre. Elle ne se contente plus de mots doux prononcés dans les couloirs. Elle fait appel aux ressources qu'elle a patiemment tissées. Un cabinet de conseil en images, un avocat influent à qui elle confie un dossier pour lancer un recours d'urgence, et, par la suite, préparer l'éventualité d'une procédure d'interdiction. Quelqu'un d'autre, au téléphone, promet une communication rapide aux médias si la situation se détériore. Des articles commencent à circuler, brevets, bruits, millionnaire dans une bataille familiale. Femme de ménage pointée dans une affaire intime. C'est mesquin, mais calculé. Le fil d'un scandale suffit parfois à noyer la vérité. Renato, fidèle à la consigne d'Ottavio, ne s'engouffre pas dans la querelle médiatique. Il sait que la justice ne se gagne pas dans la presse et qu'une réaction imprudente peut fragiliser l'ensemble de l'affaire. Il préfère renforcer son dossier. Il demande des expertises médicales. Dr Almeida, neurologue reconnu, procède à des évaluations cliniques avec une délicatesse que Clara admire. Des questions posées, comme on caresse la mémoire, des exercices simples, des lectures de documents. L'examen n'a rien d'humiliant. Le compte-rendu, sobre, indique des troubles cognitifs inégaux. Lucidité, épisode de confusion, mais pas d'abolition totale de la capacité à exprimer des préférences et des souvenirs. C'est la nuance qui accompagne la bataille. La condition de Carmélia ne la prive pas de ses attachements passés. C'est essentiel pour la suite. La bataille glisse vers les instances. Ottavio dépose la demande d'éloignement temporaire. Fabiana doit, jusqu'à ce que la situation soit clarifiée, limiter son accès à la maison et au compte. La mesure est accordée en urgence. La juge, voyant les éléments et la vulnérabilité potentielle de la personne, estime qu'il est nécessaire d'éviter des décisions irréversibles durant l'enquête. Pour Fabiana,
c'est un revers. Pour Renato et Clara, un soulagement. Mais la formalité judiciaire crée déjà un bruit qui trouve des oreilles prêtes à l'écouter. Fabiana, blessée dans son plan, riposte en intensifiant la campagne. Elle s'adresse aux médias, livre une version corrigée où elle rétablit son image, brode des motifs de protection, évoque des inquiétudes légitimes de voisinage et de sécurité, des commentaires enflent, des colonnes s'ouvrent sur des plateformes qui aiment les récits clairs, tranchés. Les titres deviennent plus durs. On questionne la compétence de Clara, son rôle dans la maison, son influence sur la vieille dame. C'est une stratégie prévisible, transformer la protectrice en manipulatrice aux yeux du public. La maison, malgré l'ordre judiciaire, n'est plus un refuge tranquille, loin de là. Les voitures des journalistes apparaissent au coin de la rue. Un drone, un après-midi, survole le jardin et laisse des silhouettes inquiètes regarder le ciel. Marcelo, qui s'était tu jusque-là, se débat avec la honte de ces silences et la peur du jugement. Renato sent son frère vaciller. Il faut qu'il fasse un choix, définitivement. Renato l'appelle un soir et dit, d'une voix contenue, qu'il ne demande pas d'héroïsme, mais de vérité. Marcelo, brisé par la culpabilité, accepte enfin de parler. Il prendra place face à Ottavio et dira ce qu'il sait, non pour sa rédemption publique, mais parce qu'il comprit qu'un mensonge supplémentaire n'effacerait rien. On arrive au moment où la justice doit trancher une autre question. La demande de mise sous tutelle, l'interdiction, déposée par les avocats de Fabiana est surnommée par certains l'ultime option. Si elle passe, les droits de décision de Carmelia seraient largement retirés et la gestion de ses biens centralisée selon la volonté de l'intimante. Pour Fabiana, c'est la clé qui ouvrirait l'accès total au compte. Pour Renato, c'est la menace d'un effacement de la parole de sa mère. L'audience était fixée. La salle d'audience, ce jour-là, semble rétrécie par la tension. Des chaises alignées, dossiers, murmures, un public attentif. La journée commence par une litanie de témoignages et de pièces. Les avocats présentent les extraits bancaires, font défiler les transferts, soulignent la régularité des versements vers des comptes qui, jadis, semblaient anonymes. Ottavio et le comptable exposent la stratégie de dispersion et la logique de prédation. À la barre, des témoins appelés par la défense, infirmiers, anciens employés, doivent expliquer les décisions qui auraient justifié les transferts. Très vite, les contradictions apparaissent. Des dates qui ne collent pas, des courriers signés par des mains incertaines, des factures sans prestations correspondantes. Puis, c'est au tour de Fabiana d'être confrontée aux preuves. Sa voix, d'abord assurée, affiche des fissures dans le champ nourri des documents. Des extraits audio, montrés comme échanges de téléphone, la mettent en conversation avec des tiers, évoquant placement et rationalisation. Elle tente de justifier, d'expliquer que c'était pour la sécurité financière, que c'était un emploi du bon sens. Ces explications, parfois creuses, heurtent la clarté clinique des chiffres et des dates. La salle retient son souffle quand Clara prend la barre. Elle n'est pas une oratrice, ce n'est pas son registre. Elle est venue avec les mains qui portent les signes de la fatigue, mais aussi la conviction qui ne demande pas de décoration. Ses phrases sont simples, tantôt haletantes, tantôt pures, et pourtant, elles font l'effet d'un faisceau lumineux. Elle raconte l'enfant qu'elle fut, la main tendue par Carmelia, les petites habitudes, les recettes, les nuits où elle restait éveillée parce que la vieille femme appelait en pleurant. Elle appuie ses paroles sur les preuves matérielles, l'album photo, l'enregistrement où Fabiana parle de sécuriser des fonds, le carnet où apparaissent des noms et des dates. Elle ne brandit rien. Elle expose une fidélité. À un moment, elle se tourne et regarde Carmelia. « Elle m'a sauvé, dit-elle simplement. Je lui ai rendu en veillant. » Les adversaires tentent de la déstabiliser. On injecte des allusions. Vous avez une relation financière avec elle ? Avez-vous influencé ses décisions ? Clara répond avec la vérité qui lui tient. « Je n'ai jamais touché à l'argent. J'ai cherché seulement à savoir. » Sous la contre-interrogation, lorsque l'on évoque son propre passé, elle avoue. Oui, elle a mis une caméra dans la salle à manger. Non, ce n'était pas pour se grandir. Oui, elle gardait des factures. Elle raconte pourquoi, pour que la voix de la maison ne disparaisse pas. Il y a un moment de basculement lorsque Marcelo, appelé à témoigner, cesse de se dissimuler derrière la honte et décide de dire. Ses mains tremblent. Sa voix ne cherche pas la complaisance. Il dit « J'ai vu des virements que je n'ai pas compris. J'ai eu peur. J'ai préféré ne pas savoir. Aujourd'hui, je sais que me taire était me rendre complice. » Ces mots, prononcés par un frère qui porte l'ombre de l'absence d'un autre côté, pèsent lourd. Ils expliquent en partie pourquoi les choses ont pu durer, la peur du scandale, le confort de l'évitement. Sa confession n'absout pas tout, mais elle fragilise la ligne de défense de Fabiana. Durant la séance, l'un des enregistrements est joué. C'est une conversation où une voix, celle des experts juridiques convoqués, ou un employé,
parle de rationaliser les visites et de limiter les personnes autorisées. Le ton de la phrase est administratif. Entendu hors du domaine des dossiers, il sonne comme une négation de la faculté d'être choisi. Quand l'enregistrement s'arrête, le silence qui suit contient plus que des mots. Il contient l'absurdité d'une logique qui veut transformer une vie en dossier. La juge examine le dossier avec une sérénité qui tient autant de l'expérience que d'une sensibilité aiguë. Elle interroge, demande à voir des originaux, procède par ordre. Les débats sont entremêlés de gestes simples, des avocats qui pointent des pages, un greffier qui tourne des feuilles. À la fin de la journée, la décision tombe. L'interdiction telle que requise par la partie adverse est refusée. La juge considère que les éléments présentés ne suffisent pas à priver totalement Carmélia de ses droits décisionnels. Elle ordonne cependant l'ouverture d'une enquête pénale pour faire la lumière sur les transferts et les irrégularités. Elle maintient la mesure d'éloignement temporaire pour protéger la personne pendant l'enquête et demande une expertise approfondie. C'est une victoire mesurée. La tentative d'effacer la voix de la vieille femme échoue, mais la justice ouvre un autre chemin, lent mais réel. Dans l'escalade émotionnelle suivant l'audience, Fabiana accuse le coup. Elle n'est pas détruite, elle est blessée dans la perspective de pertes futures. Sa stratégie se désagrège en partie. Les mots des témoins, la clarté des extraits de bancaires et la dignité du témoignage de Clara ont nourri une image publique plus favorable à la famille réconciliée. Mais la campagne de diffamation a laissé des traces. Certains voisins se sont positionnés, des opinions se sont formées. Renato ne se réjouit pas. Il sait qu'une bataille juridique n'efface pas les cicatrices d'une tempête médiatique. Après l'audience, dans le silence de la maison retrouvée, il y a des gestes symboliques. Carmélia demande à parler à Clara seule, dans la chambre qui a hébergé tant d'images d'un passé tendre. Les deux femmes s'installent près de la fenêtre. Carmélia tient la main de Clara, l'observe, et dit, d'une voix plus aiguë qu'un souffle, « Tu as été ma famille ». La phrase, simple, tient plus que la décision d'un juge. Elle traduit la reconnaissance d'une vie partagée. Ce moment amène une autre démarche, la volonté explicite de formaliser ce lien. La procédure d'adoption est envisagée non comme un rapt d'identité, mais comme une reconnaissance officielle d'un lien qui existe depuis des années. Les médecins, les avocats, tous informent sur les conditions juridiques. Carmélia, dans l'un de ces moments clairs, signe les documents qui officialisent l'adoption de Clara. C'est un geste qui étonne certains et rassure d'autres. Pour Clara, c'est la confirmation d'une famille choisie. Pour Renato, c'est une réparation qui dépasse l'économique. Marcelo observe silencieux en larmes. La cérémonie, simple, a le poids d'un recommencement. Dans les semaines qui suivent, une autre pièce critique se met en place, la révision du testament. Carmélia veut clarifier sa volonté. Les notaires rédigent un nouvel acte où Clara figure dans les dispositions, où un legs est prévu pour soutenir une œuvre qui lui tient à cœur, un institut d'accueil pour enfants et personnes âgées, vulnérables. L'idée naît des conversations entre Renato, Clara et la vieille femme. Si Carmélia a reçu une seconde chance en sauvant un enfant, pourquoi ne pas ouvrir cet espace à d'autres? L'Institut Recomesso prend forme dans des notes, des esquisses, des rêves. On y imagine des chambres calmes, des ateliers, des programmes d'accompagnement. L'inauguration sera plus tard, mais déjà le projet aiguise les énergies. La police économique, saisie de l'enquête pénale, commence les vérifications. Comptes bancaires, sociétés écrans, communication. Des convocations partent, des perquisitions administratives découvrent des factures incohérentes. Le réseau de complicité, si léger en apparence, se révèle parfois plus étendu qu'on ne le croyait. Prestataires qui n'ont jamais fourni de service, virements à des comptes détenus par sociétés liées à personnes proches de la défendresse. On voit peu à peu que l'affaire dépasse la maison. Elle touche un petit écosystème que l'avidité a su tisser. Mais la justice, présente, avance par étapes prudentes. Renato reste lucide. Il ne souhaite pas que la vengeance devienne spectacle. Il veut réparation et que la vérité prévale. Pendant ce temps, Clara découvre une autre responsabilité. Marina, une fillette de 8 ans, que la famille prend en charge dans le cadre d'un placement provisoire. Marina arrive comme si le monde n'était pas fini sur son passage. Cheveux en bataille, regard prudent, une main toujours occupée à serrer un ourson. Elle ressemble à Clara enfant, non par un hasard, mais par une histoire qui revient. La fillette est silencieuse d'abord, puis s'ouvre à la chaleur qu'elle identifie. Clara la prend naturellement sous son aile. Les gestes sont déjà connus. Le thé chaud quand la nuit est frais, les chansons que Carmélia fredonne, la patience d'une femme qui sait comment reprendre un enfant à la tristesse. Le lien se tisse rapidement. Renato, regardant cette scène, sent quelque chose de doux et de juste, la promesse d'un avenir qui se tisse. L'Institut Recomesso, né d'une volonté, est aujourd'hui un projet qui rassemble. Les voisins qui, au départ, avaient jugé, sont invités à participer au plan.
On trouve un local, des partenariats, des bénévoles, des experts en gériatrie, en éducation, et des associations d'aide signent des accords. La fondation n'est pas une échappatoire aux responsabilités, elle est une manière de transformer la douleur en opportunité. Renato met des ressources, mais insiste, ce ne sera pas un monument à sa fortune, mais un lieu vivant où l'attention prime. Clara, qui au départ se sentait étrangère aux démarches administratives, devient, presque malgré elle, une figure centrale du projet. Elle connaît l'intimité des besoins, la manière de tenir une main qui tremble. Le jour de l'inauguration, le soleil tombe doux sur la plaque qui porte le nom de l'Institut Recomeço. Il y a des applaudissements, des discours qui évitent le triomphalisme et beaucoup d'émotions retenues. Carmelia coupe le ruban en souriant d'un air fatigué mais lumineux. Elle prend Marina dans ses bras. Clara, à ses côtés, ne cherche pas la caméra. Un petit garçon du voisinage dépose une fleur. Marcelo, présent et réconcilié en sa manière, aide à organiser la distribution des tâches. Les journalistes sont présents, mais le ton de la journée est autre. Ils parlent de solidarité plutôt que de scandale. Les jours qui suivent montrent que les blessures se referment, lentement. La police continue son enquête. Des procédures administratives avancent. Fabiana, face aux preuves qui s'accumulent et à l'ouverture d'enquête, se replie. La suite judiciaire se dessine, mais pour beaucoup, l'essentiel est déjà advenu. La maison réparée, la vieille femme reconnue, des projets pour d'autres vies. Renato, qui aurait pu céder à la rage, préfère investir dans l'avenir. Il propose des bourses pour l'Institut, ouvre un fonds et crée une gouvernance où Clara siège, assurant que la voix de ceux qui ont vécu l'expérience reste au cœur des décisions. La relation entre Renato et Clara évolue de manière subtile, sans précipitation. Ils partagent des moments, des cafés au petit matin, des conversations qui ne portent pas seulement sur la défense juridique, mais sur des livres, sur la mer, sur la façon dont la lumière du soir touche un visage. Renato découvre une nouvelle forme d'intimité, faite d'attention partagée, de rire qui traverse la fatigue. Clara, elle, garde sa pudeur. Elle accepte l'affection sans en faire un spectacle. Un soir, sur la véranda, alors que Carmelia dort profondément, Renato prend la main de Clara et, sans grande déclaration, l'invite à envisager un avenir à deux. Il ne force rien, il propose. Elle répond par un silence chargé d'une promesse. Commençons par respirer ensemble. La phrase n'est pas un engagement solennel, elle est plutôt l'ouverture d'un chemin. Marina, adoptée officiellement par Clara peu après l'inauguration, est un petit miroir vivant du passé de la femme qui la protégea. La fillette, rebaptisée d'un nom choisi en commun, apprend à sourire sans se méfier, à se croire digne d'un foyer. Clara, désormais mère officielle, trébuche parfois entre la joie et la peur, mais elle avance avec la même humilité qui a fait d'elle pendant des années une gardienne silencieuse. Carmelia, qui voit la scène avec une lucidité ponctuelle, prend une photo de ses petits riens, un gâteau d'anniversaire, un dessin de Marina, une chaise peinte en bleu. Elle tient, au fond, la certitude que les dons de la vie sont souvent désarmés et qu'ils demandent d'être canalisés. La famille se redéfinit autour de gestes concrets. Il y a des repas pris ensemble, où l'on évoque le passé sans en faire un fardeau, des promenades où les silences ne sont plus lourds. Marcelo travaille pour réparer ses fautes, il s'inscrit comme bénévole à l'Institut, s'implique dans la logistique des activités et se rend utile. Sa rédemption n'est pas spectaculaire, mais réelle. Il apprend à être présent sans s'effacer. Les procédures légales continuent au long cours. Des auditions, des rapports, des convocations administratives. La police économique identifie des mouvements suspects. La justice initie des poursuites là où il y a matière. Renato ne chante pas victoire. Il sait que la justice est parfois longue et que la réparation matérielle ne reconstitue jamais totalement le passé perdu. Mais il sait aussi que la mise en lumière de la machinerie frauduleuse a un effet. Elle empêche qu'une autre Carmelia subisse le même sort. Le temps, avec sa patience, amène aussi la beauté des petites choses. Un matin, Clara retrouve sur le seuil de la maison un petit paquet, un collier de velours, le même que Carmelia portait, soigneusement remis en état. Il y a avec le collier une petite note, en écriture tremblée. « Pour que tu saches toujours que tu es aimé », les mots simples troutent la cuirasse des doutes. Renato, témoin de ce geste, sourit avec une pudeur nouvelle. Il comprend que la richesse la plus vraie ne réside pas dans les contes, mais dans les traces d'amour que l'on laisse. À la faveur d'un bel après-midi, la famille se rassemble sur la véranda. Le temps est clément. La lumière rougit doucement. Carmelia est portée sur une couverture, Marina joue au pied de Clara, Marcelo range des chaises, et Ottavio visite rapidement pour donner des nouvelles prudentes de la procédure en cours. Dans cet instant, il n'y a ni tribunal ni journaliste, seulement une famille recomposée qui tient la main des autres. Renato observe et sent que l'essentiel a changé. La maison respire autre chose que l'attention.
Elle respire la possibilité d'un avenir. Avant de se quitter, dans un geste devenu presque rituel, Carmélia appelle chacun par son prénom et dit « Merci ». Le mot n'est pas grandiloquent, il est suffisant. Il contient le retour d'une dignité et la reconnaissance que les gestes de protection comptent plus que les mots savants. Renato répond d'une voix basse, avec la force qui lui venait tantôt dans les réunions « Nous continuerons ». L'histoire laisse place aux jours qui viennent, l'institut qui ouvre ses portes aux premières de la famille, Marina qui apprend à écrire son nom, des jugements qui trottent en procédure, des réparations en cours. Il y aura des audiences, des témoignages, des comptes rendus à faire. Il y aura des moments de fatigue, des mauvaises nuits, des révisions administratives. Mais il y aura aussi des enfants qui apprennent à se tenir par la main, des personnes âgées qui retrouvent des repères, et une communauté qui comprend que les vies valent plus que l'or. Quand la nuit descend, Renato et Clara marchent un peu dans le jardin. Ils n'échangent pas de promesses définitives. Ils parlent d'un projet, d'un livre à lire, d'un lieu à visiter. Il y a entre eux une intériorité tranquille, une construction patiente. Ils ne se précipitent pas. Ils savent que la confiance se tisse au quotidien, non dans les grandes déclarations. La dernière image est celle d'une maison où la musique de la boîte, réparée depuis, tourne encore de temps en temps. Ce n'est pas la bande sonore d'une victoire solitaire, mais la mélodie d'un recommencement. Le collier de velours brille sur la table comme une médaille d'une guerre qui fut surtout une lutte pour rester humain. Des enfants jouent au loin, des voix se mêlent, et la plaque de l'Institut Recomesso reflète la lumière du matin. Pour ceux qui méritent une seconde chance. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour d'autres récits qui parlent de dignité et de réparation. Et pensez à partager ou à soutenir les initiatives locales qui protègent les personnes âgées et les enfants vulnérables. Parfois, une petite aide suffit à changer le cours d'une vie.